Il va y avoir la fusion nucléaire, arrêtez de nous embêter, il y a l'hydrogène, arrêtez de nous embêter, on va faire des voitures volantes, et puis de toute façon l'IA va tout régler. Il y a plein de techniques différentes, mais qui a chacune ses contraintes. On ne sait pas produire aujourd'hui une éolienne à partir d'une éolienne et d'un panneau solaire, on sait produire une éolienne à partir du pétrole et du charbon. Donc, le nucléaire lui-même, il est très consommateur de ressources également, pas des ressources qui vont être difficilement recyclées d'ailleurs en fin de vie. Il vous faut à la fois le combustible, mais il faut aussi les centrales. Voilà. Les centrales, elles ne durent pas 4000 ans, donc tous les 50 à 70 ans, il faut refaire une centrale de plus. Voilà. Est-ce qu'on aura du nickel, du cobalt, des trucs un peu bizarres qu'on utilise dans les circuits primaires en l'an 2400 ou en l'an 2600 ? Rien n'est moins sûr. Dès qu'il y a des choses qui apparaissent ou qu'il y a des solutions sur la paillasse des chimistes ou qu'il y a une invention à gauche à droite, on a toujours un peu tendance à s'emballer. Tout le monde a un intérêt à faire un peu du buzz. Si je suis consultant, je vais vous dire, là, avec ce nouveau truc, là, vous êtes la RATP, si vous ne faites pas les taxis volants, vous allez être disrupté, là. C'est pas possible. Il y a une vraie question d'exemplarité des élites, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales. Est-ce que Macron, fallait qu'il fasse 2 fois l'aller-retour au Qatar pour la demi-finale et la finale, ou est-ce qu'il n'aurait pas pu envoyer un tweet pour la demi-finale en disant « Allez les gars, je suis avec vous, j'y crois ». On est quand même dans une logique un peu de propagande consumériste, parce que ça arrange beaucoup de monde, voilà, ça fait tourner la machine économique, donc ça arrange le privé, ça arrange le public aussi, parce qu'il faut servir la dette, donc à un moment, voilà, c'est quand même mieux d'avoir un truc en croissance pour servir la dette, sinon si on est en décroissance, c'est un peu embêtant. Et donc l'école, historiquement, est toujours tombée dans la fascination technopédagogique. C'est le remède poison, quelque part. On essaye de régler un problème de concentration avec les outils qui ont en fait tomber le niveau de concentration. Philippe Biwix, bonjour. Bonjour Olivier. Alors, je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du Cité Lucide. Vous êtes ingénieur centralien, spécialiste des matières premières et de leur impact sur la transition énergétique. On vous connaît pour avoir développé le concept de low-tech, qui s'oppose donc au high-tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors je ne suis pas le seul à avoir développé ce concept. En fait, ça peut même remonter aux années 60 ou 70. Il y a des gens qui parlaient dans ces années-là de technologies intermédiaires, de technologies appropriées, de technologies plus autonomes, plus agiles, etc. L'idée, en fait, alors c'est un affreux anglicisme, mais on pourrait résumer en disant ce sont des technologies sobres, durables, résilientes. En fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très techno-solutionniste. Les high-tech vont avoir réponse à tout. Finalement, l'intelligence artificielle, Internet, les énergies renouvelables, l'hydrogène et je ne sais pas quoi, ça va faire qu'on va réussir à résoudre l'équation climatique complexe. Et là, en fait, l'idée des low-tech, c'est de dire, non, attention, les high-tech, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça consomme des ressources, c'est plus compliqué à recycler. Il peut y avoir des effets de consommation énergétique un peu pervers, même si on ne les voit pas parce que c'est à l'autre bout du monde avec des data centers ou autres. Et il y a de l'effet rebond également, c'est-à-dire le fait qu'on a des technologies de plus en plus efficaces, mais que quand on est plus efficace en énergie et en ressources, on est capable d'offrir des biens et des services moins chers. Si c'est moins cher, il y a plus de consommation, la demande augmente. Et donc finalement, on n'arrive pas forcément à capturer les progrès technologiques et à les transformer en économie finalement d'énergie et de ressources. Et donc, face à ce constat un peu sur les high-tech, l'idée c'est de dire, alors c'était un peu provoque au départ quand j'ai écrit ce livre en 2013, c'est de dire non, attention, les high-tech ça va pas nous sauver à cause de ce phénomène-là, donc il faudrait faire des choses un peu plus low-tech. Voilà. Et donc on peut se dire que globalement c'est d'abord de faire preuve de discernement technologique, j'aime bien ce mot, finalement de dire tiens, oui, c'est pas mal d'avoir un IRM à l'hôpital et puis je sais pas quoi, un robot qui assiste le chirurgien, ça très bien, c'est de la bonne tech, elle a été coûteuse d'un point de vue environnemental, il a fallu extraire des ressources, mais l'usage il est plutôt sympathique, il est un peu difficile à contester. Et par contre, quand on enrichit en électronique tout l'électroménager, qu'on met des afficheurs digitaux partout, quand on commence à avoir des wearables, des objets connectés, des vêtements connectés, là finalement c'est peut-être pas de la tech qui est si utile que ça. Donc est-ce qu'on a à ce moment-là d'autres solutions finalement que d'enrichir technologiquement l'ensemble de nos infrastructures, de nos objets et du monde qui nous entoure. Ensuite, il y a la question de la sobriété, c'est de se dire finalement
voilà, on peut d'abord, on entend souvent ces phrases, hein, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de consommer, la meilleure ressource, c'est celle qu'on n'a pas eu besoin d'extraire. Donc d'essayer de faire de la sobriété vraiment à la source, qui n'est pas juste de l'efficacité ou de la sobriété contrainte après coup, mais vraiment de dire de s'organiser en fait pour être capable de réduire la consommation. Et puis enfin d'essayer d'avoir des objets de plus en plus durables, simples pas forcément simple à fabriquer, mais simple à maintenir, en tout cas, dans le temps, à réparer, voilà, rentrer dans un âge de la maintenance, dans un âge où on va prendre soin des choses, les transmettre, et au lieu d'être dans l'âge un peu consumériste dans lequel aujourd'hui on produit, on jette, essentiellement. Et donc tout ça, ça a des implications sur la manière dont on conçoit les objets. Parce que pour les rendre réparables, pour les rendre durables, pour qu'ils consomment le moins de ressources rares, etc., qu'ils soient faciles à démanteler, à recycler en fin de vie, ça a un certain nombre d'implications et c'est ça l'idée de cette démarche low-tech. Alors, on va développer tout ça pendant cet entretien. Mais finalement, en résumé, au cœur de votre vision, il y a le fait qu'un changement radical de mode de vie est nécessaire, surtout pour faire face évidemment aux crises qui s'amoncellent, tant au niveau des ressources que de la crise climatique. Et justement, sur ce dernier point, qu'est-ce que vous avez pensé du dernier rapport du GIEC ? Disons qu'il, plus que jamais, il vient enfoncer des portes qui étaient déjà ouvertes. Alors évidemment, au fur et à mesure que les rapports s'empilent, je dirais, et puis que les scénarios s'affinent, voilà, maintenant on est dans un constat inéluctable, un coup déjà parti. Donc voilà, il y a une époque, on pouvait se poser la question entre l'atténuation et l'adaptation. Aujourd'hui, non, il faut faire les deux. Il faut faire de l'atténuation et de l'adaptation. Et malheureusement, l'adaptation va faire que ça va cogner un petit peu fort. Ensuite, je trouve qu'il y a un côté encore un petit peu croissanciste dans le GIEC. Voilà, ce sont des scénarios finalement socio-économiques. Ces scénarios sont plutôt des scénarios de croissance. C'est normal, parce qu'on a des pays émergents qui veulent rattraper le niveau de vie ou le niveau de confort des pays émergés, qui eux, occidentaux, qui eux n'ont pas envie de réduire leur train de vie, confère George Bush à l'époque, le fils. Qui avait dit que le mode de vie américain n'était pas négociable. Voilà. Donc on a des scénarios qui sont quand même des scénarios de croissance économique. Ensuite, le GIEC là-dessus, il essaye de faire en sorte qu'il y ait un pic d'émissions et une descente la plus rapide possible. Et voilà, pour faire ça, il faut convoquer beaucoup de techno, beaucoup de solutions, y compris même maintenant de géo-ingénierie. On commence à voir arriver, alors ça peut être de la géo-ingénierie douce, avec des systèmes de captation de carbone dans l'atmosphère, par exemple. Donc, ce qui apparaît là dans le rapport du GIEC le plus récent, c'est la possibilité de faire de la capture directe de CO2 dans l'atmosphère par de la machinerie. Donc finalement, des ventilateurs qui vont aspirer des trucs et qui vont récupérer le CO2. Alors en général par des solvants. En fait, on fait circuler l'air dans un solvant qui va récupérer le CO2 et ensuite en chauffant ce solvant, on va pouvoir réextraire le CO2 et ensuite potentiellement venir le transporter et le comprimer dans des stockages géologiques. Voilà. Et ça, c'était quelque chose sur lequel le GIEC ne se prononçait pas vraiment trop jusqu'à présent. Tout le monde était assez prudent avec ces techniques de géo-ingénierie. Il y en a d'autres plus violentes. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on voit apparaître. Et donc, il y a quand même une habituation peut-être vers la catastrophe quelque part climatique qui finalement, on a de moins en moins de contestation de la réalité scientifique, mais en même temps, finalement, on s'habitue, rapport après rapport, à l'inéluctable. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Mais vous pensez plutôt qu'il faut aller vers un changement des modes de vie, en fait, et que c'est pas la science qui va faire des miracles sur ce point-là, sans effort et sans impact sur la population. Je peux dire ça, c'est ce qui ressort à peu près de votre... Oui, voilà, c'est le fait que, disons, la puissance de l'exponentielle, de cette courbe exponentielle. Donc une exponentielle, c'est quoi? C'est une courbe où on double, en gros, selon un pas de temps régulier. Voilà. Alors quand ça s'appelle la crise sanitaire, en version mars 2020, on double
double le nombre de malades ou de contaminations tous les 5 jours, donc ça fait x2 au bout de 5 jours, x4 au bout de 10 jours, au bout de 15 jours x8, et puis au bout de quelques semaines, tout le monde est confiné parce que, évidemment, la courbe exponentielle, elle grimpe très très vite. Évidemment, elle serait redescendue si on ne s'était pas confiné, mais voilà, l'idée c'était de casser cette courbe. La croissance économique, c'est aussi une courbe exponentielle, bien plus lente, hein, on va dire c'est plutôt un doublement tous les 25 à 75 ans en fonction du taux de croissance. C'est 35 ans en gros pour faire simple, si on est à 2% de croissance. La consommation d'énergie, ça a été à peu près ça depuis une cinquantaine d'années en moyenne. Alors évidemment, il y a eu des petites variations avec les effets de prix de pétrole, etc. Donc si on veut continuer cette croissance, pourquoi pas, mais à l'horizon du siècle, ça fait x7, hein, et puis à l'horizon du millénaire, ça fait x400 millions. Voilà, donc, est-ce qu'on imagine un monde dans lequel on aura fait une croissance économique de 2% par an pendant 1000 ans, et puis nous voilà en 3023, et puis on a un PIB mondial qui est 400 millions de fois supérieur au PIB actuel? J'ai quand même un peu du mal à y croire, et qu'on fasse tout ça dans les limites planétaires, avec une logique de dématérialisation ou de découplage qui ferait qu'on continuerait à avoir une croissance économique, mais qu'elle serait de moins en moins intense en CO2, de moins en moins intense en énergie, de moins en moins intense en matières premières, qui sont ce qui nourrit finalement la machinerie économique. Bon, oui, je veux bien qu'on fasse du découplage d'un facteur 2, 4, 10, 100, mais pas 400 millions, quoi. Donc il y a un moment où cette aventure s'arrête forcément, quoi. Et justement, sur les émissions de CO2 dont vous parlez, en quoi la high-tech pose un problème plus important que d'autres types de produits? Alors sur le CO2 pas tant, en fait, finalement le problème de la high-tech, il est d'abord sur la question des ressources. Donc pour se donner un ordre de grandeur, on a une 60aine de métaux qu'on utilise, hein, une 60aine d'éléments chimiques qu'on extrait de la croûte terrestre et puis qu'on va transformer et mélanger dans nos produits. Et donc avec l'apparition de la tech et sa généralisation, on s'est mis à utiliser de plus en plus de métaux rares et en plus grande quantité. Alors, rares, tout est relatif. En fait, il y en a quand même beaucoup, en réalité. On peut encore taper dans un stock, mais c'est un stock, in fine. Et donc, la problématique, c'est que les objets sont devenus extrêmement complexes, extrêmement miniaturisés, extrêmement intégrés. On mélange une 40aine de métaux dans un smartphone avec plein de petits équipements différents. Et qu'en arrivant en fin de vie, en fait, dans un smartphone, il y a, alors je disais jusqu'à présent 2 € de matières premières. En fait, maintenant, c'est plutôt 3 avec l'inflation de la guerre en Ukraine. Mais voilà, on va dire 2 à 3 € de matières premières. La moitié, c'est 30 mg d'or dans le microprocesseur. Essayez pas d'aller les récupérer, ça vous ferez pas fortune avec. Et puis, il y a quelques platinoïdes, quelques trucs comme ça. Mais n'empêche, quand on a ce produit final en main et qu'on va dire qu'il est hors d'usage, donc on va laisser de côté le marché de seconde main qui permet éventuellement de bidouiller, de remettre des choses sur le marché. Mais si j'ai un smartphone qui est finalement hors d'usage et qui arrive en recyclage, eh bien sa valeur, elle est égale à 3 € moins le traitement qui va être nécessaire pour aller effectivement essayer de récupérer ces 3 €. Donc avec 3 €, vous ne mettez pas quelqu'un très très longtemps avec une pince à épiler et un petit tournevis pour bien tout récupérer, bien tout séparer. Donc grosso modo, pour faire très très simple, on enlève l'écran, ça part dans une filière, on enlève la batterie, ça part dans une filière, et puis la carte électronique dans une 3e filière. Et on va broyer et on va passer ça dans un four. Comme on a des ingénieurs très intelligents et on va pouvoir reséparer une partie des métaux, comme on les sépare d'ailleurs des mines, en minéralurgie et en métallurgie pour récupérer, transformer le minerai en métal. En fait, la plupart des mines sont polymétalliques. Souvent, les petits métaux rares sont souvent d'ailleurs des éléments de trace, des sous-produits des mines des grands métaux. Et donc, on a les techniques pour les extraire. Sauf qu'à un moment, il y a des questions de pertinence économique, de pertinence presque énergétique pour réussir à séparer tout. Donc, globalement, on va se concentrer sur une partie des métaux seulement qui ont une valeur économique à l'instant T. Et donc, au lieu de récupérer les 40 métaux qu'on avait mis dedans, on va peut-être en récupérer 10 ou 15, et encore pas à 100%, parce que finalement, il n'y a rien qui a un rendement réel de 100%. Donc finalement, voilà, cet enrichissement technologique, tous ces objets, en fait, on est vraiment en train dans une économie encore très linéaire, même si on appelle de nos voeux l'économie circulaire, même si
on a quand même globalement les métaux, contrairement au plastique, par exemple, on lit souvent qu'on peut les recycler à l'infini. Voilà. Et effectivement, un câble de cuivre va refaire un câble de cuivre, il n'y a pas de problème. Une barre d'acier pour faire une barre d'acier. Par contre, dès qu'on va mélanger avec plein de métaux différents, eh bien là, en fait, on va les gâcher, on va pas les perdre, en fait. Hein. Rien ne se crée, rien ne se perd, disait Lavoisier, mais ils vont se retrouver, en fait, dans des laitiers, dans des déchets industriels ou dans des barres d'acier. Je ne sais pas, pour prendre un exemple que je prends souvent, c'est voilà, vous avez un rétroviseur de voiture. Dans ce rétroviseur de voiture, vous avez des petits moteurs. Ces petits moteurs, c'est des petits câblages de cuivre. Ce sont des petits aimants avec des terres rares, voilà, des choses comme ça. La voiture va arriver sur voilà, le banc de démantèlement et on ne va pas mettre quelqu'un pour récupérer tous les câblages de cuivre et tout. Donc on va la passer elle aussi au broyeur, comme le smartphone. Et finalement, le cuivre et les terres rares, elles ne vont pas disparaître, ils vont tout simplement être recyclés avec l'acier. Et donc, on va partir dans un acier d'ailleurs souvent qui est de plus bas de gamme, parce que les éléments de trace peuvent nuire aux qualités de l'acier. Le cuivre n'aime pas, enfin, c'est pas bien de mélanger l'acier au cuivre, par exemple, et donc vous allez faire plutôt du ferraillage pour le bâtiment, ce qu'on appelle des ronds à béton. Et donc il y a une espèce donc vos atomes de cuivre, ils n'ont pas disparu, ils sont toujours là, mais ils sont piégés à jamais quelque part dans un endroit où il faudrait une énergie folle pour les récupérer. Donc la high-tech, voilà, c'est d'abord un problème de ressources. On tape finalement dans un stock de ressources de manière accélérée, parce qu'on en a besoin pour les intégrer dans les objets, et on s'éloigne de l'économie circulaire. Donc voilà un peu l'idée. Après, le CO2, oui, toute ressource demande de l'énergie pour l'extraire. Cette énergie, elle est en général fossile, parce que ce sont des gros camions de 300 tonnes de charge utile, voilà, des grosses pelleteuses, des explosifs, des choses comme ça. Donc tout ça, ça va contribuer évidemment aux émissions de CO2. Alors justement, comme vous parlez d'énergie, on souhaiterait vous présenter et discuter ce graphe sur la consommation d'énergie primaire dans le monde. Donc en fait, l'énergie primaire, c'est l'énergie de base en fait, qui va être utilisée pour faire soit de l'électricité, donc une autre forme d'énergie, soit être consommée directement comme le pétrole et le gaz. On voit que la consommation a vraiment explosé dans la deuxième partie du XXe siècle. Qu'est-ce que ça vous évoque tout ceci ? Alors ça évoque d'abord le fait que le débat sur l'extraction de ressources et est-ce qu'on va avoir assez de pétrole, assez de charbon, etc., ça démarre justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des gens qui ont écrit des best-sellers à l'époque, William Vogt par exemple, ou Fairfield Osborne, qui avait écrit un livre qui s'appelait Planète au pillage, et où finalement il y avait cette idée de la conjonction en fait, de la croissance économique, donc de la croissance d'énergie et de matière par personne, et qui était multiplié par la croissance démographique, ça donnait un truc qui allait nous emmener un peu dans le mur. Alors eux, ils prévoyaient dans les années 80, on voit bien que ça ne s'est pas passé et que le génie humain a fait qu'on a pu repousser les limites finalement sur l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon aussi. Voilà. Et ça, ça a été possible parce qu'il y a eu du progrès technologique. Donc ça, c'est l'idée que une réserve, en fait, on ne peut pas dire « Ah là là, il reste 40 ans de réserve de pétrole et ça va mal se passer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. La notion de réserve, il y a une logique géologique, effectivement, mais il y a aussi une logique technique et une logique économique. C'est-à-dire qu'il y a plus de réserves de pétrole à $120 le baril qu'à 60, et il y a plus de réserves de cuivre à $8 000 la tonne qu'à $4 000 la tonne. C'est vraiment c'est une logique technico-économique. Donc là, c'est effectivement le fait que cette croissance incroyable, elle a été aussi permise effectivement par le fait qu'on a été offshore pour le pétrole, pour le gaz, que plus récemment, on a extrait des pétroles dits de schiste, enfin de roche-mère, voilà, et puis que le reste finalement est un peu marginal, mais c'est toujours un peu perturbant de regarder une courbe comme ça où une partie de l'échelle écrase le reste. C'est-à-dire qu'on verrait par exemple qu'il y a une croissance très forte quand même de l'hydroélectrique, par exemple, qui là se voit pas, mais qui est réelle. Et donc il y a quand même un feu roulant de barrages, il y a encore des grands projets de barrages qui existent. Et puis le renouvelable qui au fait aussi paraît très marginal, et effectivement très marginal, mais aussi sur des taux de croissance extrêmement impressionnants cette dernière décennie. On va y venir, mais j'avais envie de réagir, puisque justement on avait reçu ici Jean-Baptiste Fressoz, qui a beaucoup travaillé sur les problématiques énergétiques, surtout au 19e siècle. Par exemple, on voit aussi dans ce graphique que le charbon, on se dit, oui, ce truc, c'est les mines du 19e, tout ça, c'est fini. Oui, enfin, on voit que la production de charbon n'a jamais baissé encore. Absolument. Ça va
peut-être bientôt venir, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, on voit que tout ça s'est accumulé sans diminuer. Au niveau des renouvelables, justement, alors on voit que c'est quand même très marginal pour le moment. Ça se développe, certes, de plus en plus. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que beaucoup de gens se disent, à l'avenir, on va pouvoir remplacer plus ou moins facilement tout le fossile, donc le gaz, le pétrole, le charbon, par des énergies renouvelables. C'est envisageable? C'est pas envisageable? C'est une chimère? C'est une mauvaise idée? Alors, bon, toute énergie, elle a ses contraintes et ses problématiques. C'est-à-dire que rien n'est parfait. Donc, déjà, de dire c'est super, le soleil et le vent sont disponibles effectivement dans des quantités tout à fait importantes. Je crois qu'on doit avoir... le soleil, ça doit être quelque chose comme 5000 ou 6000 fois l'énergie consommée par l'humanité. Voilà, donc on a un peu de place, y compris un peu de place pour la croissance. Alors on ne va pas couvrir non plus la Terre complète de panneaux solaires, mais il y a quand même de quoi faire. Par contre, là où on est plus limité, c'est sur le convertisseur. Donc de capter, de convertir cette énergie en électricité, et puis ensuite éventuellement de la stocker, de la transporter et ou de la stocker. Et là, effectivement, on tombe sur des contraintes, à mon avis, de ressources. C'est-à-dire qu'on a quand même des énergies renouvelables qui sont un peu moins efficaces, on va dire, parce qu'elles sont variables, elles sont plus intermittentes, donc elles consomment finalement par kilowattheure produit, elles consomment finalement plus de cuivre, plus de béton, plus d'acier. N'empêche que d'un point de vue climatique, elles sont quand même assez intéressantes. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on ne se ment pas un petit peu en croyant qu'on va maintenir à peu près notre niveau de vie, c'est-à-dire notre niveau de consommation, notre niveau de mobilité, voilà, tout ça derrière. Voilà, le charbon, qu'est-ce que c'est? C'est de l'électricité, mais c'est aussi de la consommation d'acier, par exemple. Donc voilà, les voitures, etc., les infrastructures. Est-ce qu'on peut maintenir ça en passant à un 100% renouvelable? Moi, je pense que ça va être extrêmement complexe si on n'abat pas un petit peu la courbe, quoi. C'est-à-dire, si on ne va pas chercher de la sobriété à la source, en disant oui, il faut qu'on consomme moins, et ensuite on va pouvoir avoir un mix intelligent à la fois d'hydroélectrique, de solaire, d'éolien, de biomasse, de solaire thermique peut-être en partie. Voilà, il y a plein de techniques différentes, mais qui a chacune ses contraintes. Et surtout, déjà, voilà, pour moi, les deux mensonges, on pourrait dire, c'est de les appeler énergie verte. Bon, oui, verte, d'un point de vue du CO2, ça c'est sûr, mais après, il y a d'autres contraintes, ça peut être sur la question. C'est quoi justement ces autres contraintes? Pourquoi c'est pas si miraculeux? Vous allez avoir alors je ne veux pas faire de l'éolien bashing ou du solaire bashing. Il ne s'agit pas l'idée en fait. Je pense que si on essaye d'être tempéré, de dire attention, voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Mais... alors vous allez avoir, les ressources qui sont incluses dedans, donc ça dépend un peu des technologies, mais voilà, il faut quand même fabriquer le truc. Alors, un exemple, alors il paraît que ça va finir par passer, mais aujourd'hui, vous avez dans les éoliennes, vous avez du bois, par exemple, du balsa qui arrive d'Équateur en général. Voilà, donc, et puis le reste, ce sont des polyuréthanes, des polymères, des trucs qui sont issus du pétrole, de la chimie standard, du gaz et du charbon. Donc on ne sait pas produire aujourd'hui une éolienne à partir d'une éolienne et d'un panneau solaire. On sait produire une éolienne à partir du pétrole et du charbon. Donc je ne sais pas comment ensuite on arrivera il faudrait muter l'ensemble de la chimie, l'ensemble de la métallurgie, et réussir à faire que tout soit biberonné aux énergies renouvelables uniquement. C'est un boulot de dingue. Donc ça ne va pas se réaliser en 10 ou 15 ans. Autrement dit, ça émet beaucoup de carbone et ça nécessite quand même beaucoup de métaux pour faire... Sur la partie carbone, non, c'est pas trop inquiétant. Enfin non, c'est plutôt des très bons retours sur investissement carbone. On va dire ça, une éolienne, et il faudrait vraiment qu'elle tourne très très peu, et un panneau solaire, même installé à Dunkerque, non, mais c'est rentable, il y en a, c'est pas zéro. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas zéro non plus. C'est pas zéro, mais il se rembourse au pire en quelques années. En quelques années, oui. Parfois même moins d'un an. Donc ça, c'est plutôt bon. Donc c'est plutôt ces consommateurs de ressources. Il peut y avoir un impact sur la biodiversité, je pense, sur l'éolien. Au fur et à mesure qu'on est en train de monter en puissance et en hauteur, ça shoote plus de chauves-souris, ça shoote des oiseaux. Alors il y avait eu un petit débat là-dessus, et puis le gouvernement avait dit mais non, en se basant sur une étude de la Ligue Protection des Oiseaux de 2017, je crois, avait dit une éolienne, ça shoote pas plus d'oiseaux qu'un chat errant, ou même que... Voilà. Alors oui, mais sauf que c'est pas juste le chat ou l'éolienne, c'est qu'on empile là aussi le chat sur l'éolienne et sur les baies vitrées et sur je sais pas quoi. Et puis c'est pas tout à fait les mêmes oiseaux, parce qu'en général, votre chat, il revient pas avec un épervier ou avec un autre rapace. Donc voilà, donc il y a un impact qui est clair. Il peut y avoir de la consommation de sol. Aujourd'hui, on voit sur le développement du photovoltaïque, on a largement la place
de mettre du photovoltaïque sur des toits, y compris sur des toits de hangars ou sur des parkings. Mais finalement, ça peut être plus coûteux que les installer et les dérouler à la place de champs. Donc on voit apparaître quand même une espèce de pseudo-agrivoltaïsme, mais où c'est surtout du voltaïsme et pas beaucoup d'agri. Donc voilà, il y a de la concurrence aussi sur ça. Donc voilà, il y a vraiment toute une série de paramètres et donc rien n'est jamais parfait. Ouais. Et si on voulait mettre, si on voulait avoir que 100% de l'électricité produite par de l'éolien et du solaire, il se passerait quoi? Alors il y a un petit peu de complémentarité, il y a quand même un effet intéressant de foisonnement qui est à la fois, qui peut être géographique, il peut y avoir du vent au nord et pas au sud ou le contraire. Le soleil et le vent sont assez bien complémentaires quand même. Hein. C'est-à-dire que voilà, en hiver, il y a quand même un peu moins de soleil, mais par contre, en général, ça souffle un peu plus, pas toujours, mais voilà. En fait, tout dépend ensuite de ce que vous allez vouloir faire en termes de consommation. C'est-à-dire que si on veut un monde dans lequel, quoi qu'il arrive, c'est ce qui a été la mission en gros des opérateurs de réseau depuis toujours, hein, presque, c'est de dire il y a jamais de j'appuie sur le bouton et ça s'allume quoi qu'il arrive et je fais tourner mon industrie quand je veux et voilà, y compris les électro-intensifs, fabrication de chimie, aluminium, des choses comme ça. Et il faut que je sois capable de mettre en face des moyens de stockage ou des moyens fossiles, alors fossiles ou biomasse, en tout cas des moyens, ce qu'on appelle des moyens pilotables, pour réussir à dire oui, j'ai la puissance que je veux à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Alors à ce moment-là, il faut un dispositif industriel tout à fait impressionnant. Je peux renvoyer par exemple au rapport de RTE de l'automne 2021 qui était assez œcuménique. Il y avait des scénarios avec nucléaire, des scénarios sans nucléaire. Et les scénarios, alors les deux d'ailleurs étaient très stressants parce qu'en fait dans les deux cas il faut un déploiement industriel tout à fait impressionnant, y compris dans les scénarios les plus nucléarisés. Donc on a à ce moment-là des besoins de stockage, alors qui peuvent être soit des batteries, soit des stations de pompage turbinage, soit de stockage hydrogène éventuellement. Voilà. Là on a vraiment des choses qui sont très impressionnantes. Et puis il y a une autre manière de faire peut-être, c'est celle-là qui est peut-être un peu plus, pas low-tech pour le coup, mais qui va dans une logique de sobriété systémique, c'est de dire, on va apprendre de plus en plus à piloter la demande autant ou mieux que l'offre, c'est-à-dire d'avoir des logiques d'effacement. Alors aujourd'hui, l'effacement, il est plutôt pour les industriels, les gros industriels. Quand on a un appel de puissance trop fort, il y a des gens qui ont des contrats pour dire j'arrête mon four, j'arrête mon process industriel pendant quelques heures, par exemple, pour réussir à encaisser cet écart de puissance. Mais on peut imaginer que dans le futur, on apprenne à gérer ça aussi chez les particuliers et que globalement, on apprenne que la semaine où il n'y aura vraiment pas beaucoup de vent ou presque pas de vent en Europe, et puis c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil non plus, qu'on accepte de descendre en température dans les logements en disant oui, pas sympa, 19, 18, 17, 16, puis après hop, au bout de 3 jours on va remonter, j'en sais rien, en ayant des logements un peu mieux isolés idéalement. Donc ça, il y a un grand programme de rénovation thermique qui est censé s'enclencher, qui n'est pas du tout enclenché pour l'instant. Et puis d'apprendre à, effectivement, avec des moyens d'information, à lancer la machine à laver les jours de vent plutôt que les jours où il n'y en a pas. Voilà, donc ça va être c'est une mutation qui pourrait se réaliser sur les 20-30 ans qui viennent, avec plus ou moins d'acceptabilité, plus ou moins d'à-coups, plus ou moins de faisabilité technique, quoi. Alors, on a parlé aussi de, mettons, des éoliennes partout, mais en face, il y a un courant contraire qui est, mettons, des centrales nucléaires partout. Donc, le nucléaire, c'est le petit truc rouge tout en haut. Ouais. C'est quoi votre vision sur le nucléaire? Faut le développer? Faut en faire moins? C'est une piste pour l'avenir? Moi, je pense que c'est une piste un petit peu temporaire, en tout cas, parce que le nucléaire lui-même, il est très consommateur de ressources également. Pas des ressources qui vont être difficilement recyclées d'ailleurs en fin de vie. Bon, ça donc quand on dit déjà, si on passe à la 4e génération, donc c'est la génération des surgénérateurs, donc c'est après l'EPR. L'EPR, c'est la 3e génération. Ce qu'on est en train de ressouder un peu, ça c'est plutôt la 2e génération pour resituer. Et puis la 4e génération, c'était Superphénix, et avec l'idée qu'on va pouvoir à la fois utiliser l'uranium-238, bien plus abondant, et puis même des déchets nucléaires des générations précédentes. Donc il y a cette idée-là de dire, si on passe à ça, finalement, on a des milliers d'années de réserves devant nous. En fait, c'est un petit peu exagéré de mon point de vue, parce que
il vous faut à la fois le combustible, mais il faut aussi les centrales. Ouais, les centrales, elles ne durent pas 4000 ans, elles durent, allez, j'en sais rien, 50 à 70 ans peut-être. Voilà, donc tous les 50 à 70 ans, il faut refaire une centrale de plus. Voilà. Est-ce qu'on aura du nickel, du cobalt, des trucs un peu bizarres qu'on utilise dans les circuits primaires et dans les inox bien boostés en l'an 2400 ou en l'an 2600, rien n'est moins sûr. On en revient au problème de la contrainte sur les ressources et à quel prix. Donc, voilà, ça déjà, il faut lutter contre cette envie un peu de ce côté un peu cornucopien de dire ah oui là ça y est on a enfin trouvé le truc, on en a pour plein de temps. C'est quoi le cornucopien parce qu'on en parle souvent chez les spécialistes. Voilà, alors cornucopiae, c'est donc du latin, ça veut dire la corne d'abondance. Alors la petite histoire, je crois que c'est Cronos. Enfin, je suis même sûr, le père de Zeus qui avait l'habitude de manger ses enfants, donc c'était quand même pas très sympa. Donc la mère Rhea a caché Zeus et l'a fait élever par une chèvre ou une nymphe qui s'appelait Amalthée. Et sans faire exprès, le petit Zeus a cassé une corne. Et pour s'excuser, il a décidé que cette corne allait fournir des fruits et de la nourriture en abondance pour toujours. Donc c'est la corne d'abondance. Et donc ce qu'on appelle un cornucopien, c'est quelqu'un qui estime que le progrès technologique va permettre en fait, de vivre dans un monde d'abondance, de continuer à vivre dans un monde d'abondance. Donc c'est l'idée de ayez confiance, dormez tranquille, rien ne va changer, tout va bien se passer. Et arrêtez de nous embêter, il va y avoir la fusion nucléaire, arrêtez de nous embêter, il y a l'hydrogène, arrêtez de nous embêter, on va faire des voitures volantes, et puis de toute façon l'IA va tout régler. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, premier sujet, donc se dire non, l'histoire des milliers d'années de réserve, non, il faut un peu raison garder. Et puis encore une fois, en fonction de la croissance, si vous dites que le nucléaire c'est 10 fois plus ou 50 fois plus qu'aujourd'hui, voilà. 2, ça consomme des ressources, y compris du ciment, de l'acier, etc., qui sont quand même là aussi des poids lourds climatiques, même si là, on peut estimer que le rendement, on récupère assez bien le CO2 qu'on a investi à la construction. Et puis le troisième sujet, moi, qui m'embête le plus, c'est le côté un peu, on pourrait dire, de résilience, c'est-à-dire que le nucléaire, ça réclame un monde ou un monde, mais au moins un pays extrêmement structuré. Voilà. Et donc, je sais que Jean-Marc Jancovici, par exemple, dit non, de toute façon, c'est soit le nucléaire, soit c'est la décroissance énergétique et donc la guerre civile, soit c'est le nucléaire, donc je choisis le nucléaire. Et moi, j'aime bien répondre, s'il y a la guerre civile, c'est mieux de ne pas avoir du nucléaire ce jour-là, parce que voilà, quand on arrête la chaudière, elle ne s'arrête pas tout à fait, elle a encore 7% de... ça dépend un peu des modèles, mais voilà, comment dire, quelques pourcents qui fait qu'il faut continuer à avoir des pompes qui fonctionnent et tout ça, et gérer un peu tout. Et donc, voilà, je trouve que c'est un peu embêtant de dire que d'un côté, on veut enterrer nos déchets nucléaires parce qu'on ne sait pas finalement si le monde sera assez stable en surface. Et donc, on ne doit pas laisser ce poids aux générations futures. Ok, très bien, ça me va. Mais en même temps, de se dire, si le monde devient instable en surface, est-ce qu'il faut vraiment se lancer dans une nouvelle génération de centrales? Et puis, on peut ajouter à ça le fait que de toute manière, là maintenant, encore une fois, c'est un peu le coup parti, le temps qu'on enquille des études complémentaires pour faire un EPR2, la validation par l'autorité de sûreté nucléaire, qui se laisse quand même de moins en moins faire, on pourrait le dire, et les enquêtes publiques, alors qu'ils peuvent être un peu bâclées, ça c'est pas grave, et la construction, alors raccordement... C'est pas comme si il y avait encore des ouvriers qui savent faire... Sans compter effectivement les capacités d'effectuation de soudeur, etc. Alors ça peut se recréer. Il ne faut pas être dans la France de la grande flemme, parce que là, en ce moment, c'est la France de la grande flemme. Oui, mais il faut avoir un délai, c'est tout. Voilà, et donc ça nous amène déjà, on va dire quelque part entre 2040 et 2045 peut-être. 2040-2045, on se doute que du coup, il va y avoir 2-3 hivers un peu difficiles à passer d'ici là, que le monde va avoir changé d'ici là. Donc, moi, je ne suis pas certain que ça soit si pertinent d'y mettre des billes. De dire qu'on prolonge et qu'on met, c'est déjà en cours, de toute façon, les logiques de grand carénage, etc. De dire on a des trucs existants, on les prolonge, on avance, moi ça me va bien. Mais de dire on achète avec une nouvelle génération du temps pour faire une transition environnementale et énergétique vers beaucoup plus de sobriété, je me dis, mettons l'effort tout de suite sur la sobriété et puis on débranchera les vieilles centrales au fur et à mesure qu'on aura fait de la sobriété.
Pour finir sur la partie énergie, alors il faut quand même rappeler que le nucléaire, donc ça pose des problèmes que vous avez soulevés, mais ça ne pose pas sur le climat en tant que tel. Ce qui pose vraiment des problèmes sur le climat, c'est ce qu'on voit, hein, c'est le gaz, le pétrole, le charbon. Dans ce graphique suivant, on a les prévisions de ces énergies fossiles, donc celles qui polluent le climat, hein, celles qui émettent beaucoup de CO2, qui après fait une couche autour de la Terre et la réchauffe. Ça c'est les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, qui est plutôt, qui est pas comment dire, qui est plutôt optimiste de nature. Hein, Ouais. c'est pas Greenpeace et on voit déjà que elles disent bon attention parce que il va y avoir des modifications à venir, en tout cas que la croissance, même du charbon, du gaz, du pétrole, comme le disent d'ailleurs les pétroliers eux-mêmes, hein, c'est bon, comptez pas trop sur nous pour en avoir beaucoup plus dans les 10-20 ans qui viennent. On voit le petit décroché de 2020, évidemment, c'est les confinements, ces trucs. Donc c'est quand on reste chez nous pendant quand même pas mal de semaines dans l'Occident qui consomme beaucoup d'énergie. Ça fait pas beaucoup. Donc ça baisse de ça. Ouais. Et en fait, il faudrait arrêter. En fait, il faudrait qu'il n'y en ait plus pour arrêter de réchauffer la Terre et assez rapidement. En particulier autour de 2050. On voit qu'il y a un petit gap qu'on va quand même difficilement pouvoir remplir avec même du nucléaire ou des éoliennes. Justement, ça vous dit quoi? Parce que c'est le cœur de votre travail, finalement, cette problématique de il va falloir changer les modes de vie. Alors ça, c'est une courbe qui est effectivement, on pourrait dire, à la fois optimiste et un peu glaçante, parce que ça, c'est pas du tout une courbe compatible avec des trajectoires climatiques raisonnables, quoi, hein. Certainement pas le 1,5 degré moyen. Et je pense que voilà, ça doit nous amener à 3 ou 4 ou 5 degrés. Alors, l'IEA s'en sort, je crois, en ajoutant ensuite des grosses piles de géo-ingénierie ou de captation du CO2 à la source. En fait, c'est l'idée, hein, c'est que voilà, vous avez des cimenteries, par exemple. Alors ça apparaît pas dans les émissions, mais voilà, le ciment, vous transformez du calcaire en clinker, vous le chauffez, ça émet un CO2 de manière native, on va dire. Donc ça, c'est de dire, voilà, derrière les aciéries qui consomment du charbon, derrière peut-être un certain nombre de centrales électriques qui consomment du charbon, et derrière les cimenteries, on va mettre du stockage de la capture et du stockage de CO2. Donc c'est ça qui leur permet de dire on atteint quand même un net zéro en 2050 tout en continuant à consommer ça. Bon, moi je pense que ça va être compliqué. Je crois que dans la décennie 2000, la Chine installait une centrale électrique par semaine à peu près. C'était la puissance installée de la France tous les ans pendant une dizaine d'années. Bon, et toutes ces centrales, elles n'ont pas été prévues pour ce qu'on appelle CCS ready, donc prêtes à la capture et au stockage du CO2. Donc, est-ce que ça va devenir des actifs échoués? Ils vont les fermer, faire autre chose? Est-ce qu'ils vont continuer à les utiliser? Donc là, moi, je pense que on voit qu'il y a une substitution quand même un peu du charbon par du gaz, d'une certaine manière. Il y a un peu de substitution des énergies fossiles par de l'électrification ailleurs. On n'est pas du tout dans des courbes qui sont raisonnables, malheureusement. On retombe sur les chiffres exacts, je ne les ai plus en tête, mais le fait que compte tenu des réserves connues aujourd'hui de pétrole, de gaz, de charbon, je crois qu'il faut laisser quelque chose comme 50% du pétrole sous terre. Le gaz, je ne me souviens plus, et le charbon, c'est 80%. Voilà, donc, D'autant que vous expliquez aussi que le rapport entre l'énergie qu'on met et l'énergie qu'on récupère sur ce fossile, ça se dégrade de plus en plus. Oui, alors sur le charbon, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a encore vraiment, il y a des quantités phénoménales de veines de charbon qui se. En plus, maintenant, aux États-Unis, par exemple, ils ne s'embêtent pas trop. Ils font ce qu'on appelle du mountain top removal. Donc, ils enlèvent ils écrètent en fait les collines. Ils récupèrent ensuite avec des mines ouvertes. En fait, ce sont plus des mines souterraines. Et puis après, ils recollent quelques trucs dessus, je crois. Donc voilà, on est vraiment dans des modèles très industriels qui fait qu'il y a encore de la quantité. Par contre, effectivement, pour le pétrole et pour le gaz, et plus encore peut-être pour le pétrole que pour le gaz, parce que le pétrole a été historiquement finalement une ressource plus utilisée que le gaz. Le gaz, c'est apparu un peu sur le tard, à partir des années 70-80. Avant, le gaz, on le torche, on le brûle, parce qu'il y a toujours du gaz avec du pétrole. Parfois, le pétrole est entièrement transformé en gaz. Et puis, des fois, il y a un tout petit peu de gaz avec le pétrole, mais il y a encore quelques endroits où on le torche. Donc voilà, le gaz, on ne l'utilisait pas. Donc c'est le pétrole, historiquement, voilà, on voit bien sur les courbes, dans les années 80 encore, la proportion du pétrole et du gaz. Donc le pétrole, on trouve des choses qui sont de plus en plus petites, qui sont de plus en plus difficiles d'accès aussi. On va en Arctique, on va plus profond. Et donc, effectivement, globalement, on investit
de plus en plus de barils pour récupérer. Voilà. Alors aujourd'hui, bon, les chiffres varient un peu, mais on va dire que les champs supergéants d'Arabie Saoudite découverts dans les années 30 à 50, là c'était un retour sur investissement énergétique de l'ordre de 1 pour 50. Donc j'investis 2 barils pour récupérer 100 barils. Puis aujourd'hui, quand vous êtes au fin fond de l'Arctique avec des grandes plateformes offshore, etc., on est plutôt à investir 10 ou 15 ou 20 barils pour en récupérer 100. Ça reste rentable quelque part, surtout au prix du pétrole et du gaz actuel. Mais voilà, effectivement, la cage à hamster de la production intermédiaire tourne un peu plus vite. Alors, l'énergie, bon, est au cœur des préoccupations, encore plus, évidemment, en ce moment. Mais votre particularité, vous, c'est de dire, effectivement, il y a ce problème d'énergie, mais il y a aussi un problème de ressources. Ouais. Et les problématiques, elles sont indépendantes. Interdépendantes, ouais, sont tout à fait interdépendantes. Puisque quand même, on n'aurait pas de problème d'énergie, on finit quand même par avoir un problème de ressources, et puis la réciproque est tout à fait vrai aussi. Pourquoi on a ce problème de ressources? Parce qu'on se dit, la Terre, c'est gigantesque, il y a des quantités phénoménales de tous les métaux, quasiment, à part peut-être l'or et l'argent, mais dont l'utilité est quand même assez réduite par rapport au reste. Pourquoi, en fait, c'est pas aussi simple que ça, qu'on peut pas dire, il y a ça sur la planète, on n'a qu'à le prendre? Bien sûr qu'il y en a des quantités phénoménales, mais donc, juste pour montrer cette interdépendance, donc, pour l'énergie, pour la convertir, pour la capter, la convertir, la stocker, l'utiliser, la transporter, on a besoin de ressources. Donc ça, et on va en avoir besoin de plus en plus. Et là, aujourd'hui, même toutes les grandes agences, comme l'Agence internationale de l'énergie, comme l'OCDE, la Banque mondiale, etc., tout le monde pointe le fait que la transition énergétique et l'électrification d'une partie des activités pour remplacer les énergies fossiles, et en particulier dans la mobilité individuelle, mais pas que, aussi dans l'industrie, etc., ça va consommer, on va devoir extraire une quantité vraiment importante de ressources. C'est là, potentiellement, mais une mine, ça met 10 à 15 ans avant de se mettre en exploitation, donc il y a vraiment une pression. Et quand je dis qu'il va falloir augmenter, c'est parfois d'un facteur 2, 3, 4, 10, 50. Donc ça peut être en fonction des métaux et en fonction des technologies qui seront effectivement employées. Donc il y a besoin des ressources pour nourrir finalement notre consommation énergétique. De l'autre côté, eh bien, pour extraire ces ressources, il faut de l'énergie aussi. Et plus ces ressources seront peu accessibles et plus les minerais sont pauvres. Or, le fait est que, pas pour tous les métaux, mais pour une partie significative des métaux, en fait, on tape dans des stocks. Et évidemment, on va d'abord taper dans les stocks où c'est le plus concentré, où les minerais sont plus riches, parce qu'on n'est pas idiot. Quand on va faire un trou, autant récupérer le chiffre d'affaires le plus important possible. Donc, on va d'abord... J'exclus quelques effets géopolitiques. On ne va pas tout de suite en Afghanistan ou je ne sais pas quoi, mais globalement, on essaie d'aller aux endroits où les minerais sont les plus concentrés. Donc, globalement, les minerais sont de moins en moins concentrés. S'ils sont de moins en moins concentrés, il faut mettre plus d'énergie pour récupérer la même quantité de métal. Donc, plus on va descendre en concentration de minerais, plus il faudra d'énergie. Et plus on va aller vers des énergies vertes, on va dire, à impact climatique plus faible, et bien plus il faudra mettre de ressources pour gérer. Voilà. Et donc, il y a ces deux phénomènes-là qui, en fait, interagissent un peu l'un à l'autre. Alors, ça ne se voit pas trop pour l'instant, et puis après tout, j'en sais rien, ça ne se passera peut-être pas tout à fait au XXIe siècle, c'est peut-être pour le 22e, mais en tout cas, il y a bien cette logique-là. Aujourd'hui, il y a à peu près 10% de l'énergie mondiale quand même, donc ce qu'on voyait tout à l'heure, qui est consacré à la transformation, à l'extraction minière et à la transformation des minerais en métaux, donc c'est quand même pas négligeable. Je triche un peu, parce qu'en fait, peut-être les 3/4 de ces 10%, c'est pour le minerai de fer et la transformation du fer en acier, parce que là, on est dans des quantités bien plus importantes que pour tous les autres métaux. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui arrive. Et puis de l'autre côté, les ressources qu'on utilise pour la partie énergétique, c'est pas nul non plus. Je crois qu'il y a de l'ordre de 10% de l'acier mondial, je crois que c'est à peu près cet ordre de grandeur-là, qui est utilisé pour faire les pipelines, les plateformes pétrolières, dans le domaine énergétique. Et puis quand on va tomber sur des petits métaux de spécialité, de batterie, comme le lithium, le cobalt, le nickel, ça commence à être des proportions, là, pour le coup, encore plus importantes. En fait, votre position, finalement, est de dire que la solution risque de ne pas être une solution par le haut, qui est un peu finalement celle des cornucopiens, tout va bien se passer, prions, puis ça devrait aller, mais plutôt une solution par le bas, en fait. Vous pouvez développer cette vision ? Oui, c'est en fait il
l'idée qu'effectivement, je pense qu'on on se nourrit de promesses technologiques, mais qui finalement sont en partie réelles. Enfin, tout à l'heure, voilà, pour extraire tout ce qu'il a fallu extraire, là, il y a vraiment il y a réellement eu du progrès technologique, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on sait faire aujourd'hui des gaz de schiste ou des pétroles de schiste? Parce qu'on a inventé des puits, le forage directionnel qui permet de faire des puits horizontaux, parce qu'on a inventé le fracking des roches, etc. Donc il y a vraiment du progrès. Mais il y a un moment où, potentiellement, je pense qu'on se retrouve un peu avec un miroir aux alouettes. Je prends l'exemple de l'hydrogène. Aujourd'hui, en ce moment, tout le monde dit que l'hydrogène, c'est formidable. Il y a beaucoup d'argent public qui va être mis dessus. Et c'est une solution de stockage. C'est une solution qui permet d'absorber des pics de production d'énergie renouvelable. Quand vous avez vraiment des jours avec beaucoup de vent, beaucoup de soleil, on se dit, tiens, on va mettre des électrolyseurs, on va produire de l'hydrogène. Puis ensuite, cet hydrogène, on pourra l'utiliser soit dans l'aviation, soit dans l'industrie, soit comme moyen de stockage pour refaire ensuite de l'électricité au moment un peu plus creux. Moi, je pense que voilà, sur un truc comme ça, on se ment un peu. Parce que quand vous êtes propriétaire d'un électrolyseur, vous n'avez pas envie qu'il travaille 5 heures par jour en moyenne, quand il y aura beaucoup de vent et beaucoup de soleil, quoi. Vous avez envie qu'il travaille 90% du temps et qu'il soit derrière une centrale bien, voilà, alors plutôt nucléaire en France en l'occurrence, mais voilà. Donc je pense on a toujours une tendance, je pense que ça a été montré par des sociologues de l'innovation ou autre, dès qu'il y a des choses qui apparaissent ou qu'il y a des solutions sur la paillasse des chimistes ou qu'il y a une invention à gauche à droite, on a toujours un peu tendance à s'emballer assez vite et on le voit d'ailleurs. Il y a tout un écosystème d'acteurs. Il y en a qui sont consultants, il y en a qui sont journalistes, voilà, tout le monde a un intérêt à faire un peu du buzz. Si je suis consultant, je vais vous dire, là, avec ce nouveau truc, là, vous êtes la RATP, si vous ne faites pas les taxis volants, vous allez être disrupté, là. C'est pas possible. Donc, il faut vous mettre là-dedans. Ah oui, vous croyez donc la blockchain, quoi. Vous ne faites pas de blockchain. Donc, on a toujours un peu tendance à aller un peu vite dans la manière de projeter l'innovation technologique, qui, in fine, est réelle, mais quand on relit des rapports des années 50, des fameux cornucopiens, qui déjà se battaient contre ces méchants néo-malthusiens écolos qui disaient qu'on allait avoir des famines. Alors, les néo-malthusiens écolos se sont trompés aussi, parce qu'on ne les a pas eu, ces famines. Il y a eu des progrès effectivement très importants aussi dans l'agriculture. La vérité était un peu entre les deux visions, finalement. Exactement, un petit peu entre les deux, en laissant le smartphone de côté, quoi. En gros, si je simplifie, c'est pas toujours facile de prédire l'avenir, hein. Mais dans les années 50, il y avait déjà repousser l'âge de la mort, l'intelligence artificielle forte, donc l'émergence d'une conscience, la conquête spatiale, les bases lunaires avant l'an 2000, tout y était. Enfin, je veux dire, à côté, Elon Musk et Jeff Bezos, ce sont des petits joueurs, quoi, parce que dans les années 60-70, il y avait des gens qui disaient qu'on allait faire des stations spatiales toroïdales et qu'on allait conquérir les lunes de Jupiter, et que c'était quelque part entre 2020 et 2040, si vraiment on n'allait pas vite, quoi. Bon. Donc, voilà, cette vision-là, moi, elle me semble un peu limitée. Donc, je pense qu'effectivement, il y a alors, dire qu'il y a des solutions par le haut, c'est-à-dire une sortie par le haut technologique, on dit, ça y est, enfin, on a trouvé la fusion nucléaire, là, ça va être génial. Finalement, il y a aussi d'autres solutions qui sont un peu plus affreuses, un peu plus low-tech, pour le coup. Voilà, c'est de dire, non, finalement, j'ai mis un pull, et puis au lieu de chauffer à 21 degrés, je vais chauffer à 19. C'est très désagréable. Voilà, c'est ça un peu que j'appelle... C'est la France de 2022-2023 dont vous nous parlez, là. Voilà, c'est un peu ça. Bon, moi, je n'exclus pas, effectivement, on verra bien. Je serais ravi d'aller un petit peu plus loin pour voir comment ça va se passer. Mais de dire, aujourd'hui, par exemple, la stratégie nationale bas carbone, elle prévoit, dans le domaine du bâtiment, une quasi-neutralité à l'horizon 2050, qui se réalise avec un grand programme de rénovation thermique, avec un changement des modes de chauffage. Donc, on passe, par exemple, on supprime tout le fuel, on supprime le gaz, et puis on passe avec des pompes à chaleur, donc électriques, et puis tant qu'à faire électricité verte, et donc ça permet de chauffer les bâtiments. Bon, pour faire ça, quand on suit la courbe, il faut faire à peu près en 30 ans le boulot, et donc en 30 ans, ça veut dire 3% du parc, grosso modo, chaque année, du parc de logement, du parc tertiaire, bureaux, activités. Quand on compare aux chiffres sur le logement des rénovations qu'on a fait l'année dernière, il faudrait faire x20 à x25 en termes de rythme annuel. Et monter en puissance à partir de 2025, en gros, enfin quelque part entre 2025 et 2030, x20, c'est un petit coup d'accélérateur, et tenir le rythme ensuite pendant 30 ans. Donc, avec quels moyens financiers, humains, etc., on va faire ça ? Une des réponses possibles, c'est qu'en fait, ça ne va pas se passer.
c'est qu'on ne va pas rénover à cette vitesse-là, on ne va pas y arriver par manque de moyens, par manque de... Voilà, on n'arrivera pas forcément à tout dégager. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire quand même des économies de CO2, peut-être on chauffera de moins en moins et qu'aujourd'hui, le standard, finalement, qui était 21 degrés, qui est en train de devenir peut-être effectivement 19, peut-être qu'un jour, ça sera 17. Et puis, voilà, il y a eu un monde où on pouvait quand même écrire des livres et je sais pas quoi, et avoir une vie bonne et faire des choses. Et on ne chauffait pas forcément autant nos logements. Donc, c'est finalement cette abondance énergétique qu'on a vue sur la courbe tout à l'heure. Finalement, peut-être demain, on aura d'autres usages et l'être humain est très adaptable. Donc, ça paraît un peu disruptif aujourd'hui de dire ça, mais en fait, c'est pas forcément... Ceci étant, octobre et novembre 2022, on a une consommation en France de gaz qui a baissé de 20-25%, voire 30%, suivant les secteurs. Ouais. Donc, on voit aussi qu'il y a un effet prix, un effet d'approvisionnement un peu forcé à faire ça. Alors, lui, évidemment, c'est une sobriété imposée assez voilà. violente. Alors, ce qui est pervers, c'est qu'on n'est pas trop sûr, si j'ai bien compris, on est même certain plutôt que c'est pas forcément lié à des pratiques des particuliers, mais plutôt liés à des arbitrages d'entreprises qui, de fait, arrêtent des fours verriers, arrêtent de la production à gauche et à droite, et donc peuvent, créer des situations littérales de désindustrialisation, en disant je vais m'installer ailleurs où le gaz sera moins cher, et puis voilà, c'est sans doute quand même pas une très très bonne solution de sobriété, quoi. Et quand on vous écoute, finalement, ces solutions par le bas, elles sont quand même très individuelles. Il n'y a pas d'effort collectif possible? Parce qu'après, est-ce que c'est pas renvoyer aussi un peu la balle en disant oui, bon, il faut que les gens fassent, mais enfin, c'est pas évident non plus, sauf avoir une contrainte globale de prix ou d'approvisionnement, comme on vient de l'évoquer, mais c'est assez dur. Alors non, justement, moi je pense pas que ça soit la solution individuelle qui prime. Par contre, moi je pense qu'il y a au contraire une sobriété bien plus profonde, bien plus systémique, qui pourrait s'installer en l'espace de quelques décennies. Ça peut aller d'ailleurs ça peut s'accélérer un peu sous les coûts des prix qui restent élevés, etc. Alors je vais prendre quelques exemples. On pourrait dire... Aujourd'hui, on continue à métropoliser le pays, à concentrer les populations finalement, parce que c'est là où sont les emplois, les services, donc dans des villes qui sont de plus en plus denses et de plus en plus massives, on pourrait dire ça comme ça, au détriment des périphéries, au détriment de villes moyennes, etc. Et donc on crée de la mobilité qui est une mobilité subie, on pourrait dire un peu la mobilité des gilets jaunes quelque part, qui se retrouvent des populations avec un pouvoir d'achat moins important qui ne peuvent pas suivre le prix du foncier qui augmente. Et donc on se retrouve avec des trajets domicile-travail plus importants. Il faut faire une demi-heure pour aller déposer, je ne sais pas quoi, le petit à l'école de musique. Et puis, il faut des trajets de plus en plus importants pour aller consulter un spécialiste médical, etc. Voilà. On pourrait imaginer d'avoir un aménagement du territoire, de travailler un grand plan d'aménagement du territoire au détriment, quelque part, des métropoles et pour faire redynamiser les villes moyennes, les petites villes, etc. Et ça pourrait finalement aller dans une logique de démobilité. C'est désagréable les mots avec des quelque chose, mais c'est un peu l'idée de dire finalement, on pourrait aller vers ça. On pourrait imaginer qu'on soit vers un monde avec beaucoup plus de réparations. Beaucoup plus de réparations, je ne pense pas que les gens soient plus malheureux s'ils devaient changer leur aspirateur tous les 15 ans ou tous les 10 ans plutôt que tous les 5 ans, parce que, non, mon bon monsieur, rien que pour le réparer, ça va coûter le prix du neuf. Donc, en allant vers des logiques de produits qui pourraient durer plus longtemps, on serait aussi dans une logique finalement de moindre précarité peut-être économique et puis de sobriété presque invisible. C'est pas parce que j'ai pas changé ma machine à laver, je m'en fous. Parce que j'aimerais vous demander aussi, ces efforts-là, comment ils vont se répartir dans la population et quelle va être l'acceptabilité, puisqu'on sait qu'évidemment la pollution dépend aussi du niveau de vie. Dans cet exemple, on voit l'empreinte carbone en fonction des déciles de niveau de vie, donc les 10% des gens les plus pauvres qui sont à peu près à 15 tonnes d'équivalent CO2 et les 10% les plus riches sont au double. Comment on va faire accepter ça aux gens si derrière, on ne demande pas des efforts supplémentaires à ceux qui polluent le plus? On voit à quel point c'est difficile. Moi, je me rappelle d'ailleurs, vous le citez, le président Chirac en 2002 qui parlait de la maison brûle, notre planète, il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. On arrive en 2022, on n'a quand même pas fait grand-chose. Le truc qu'on a pu faire, c'est éventuellement de dire à l'ouvrier, tu as acheté une bagnole diesel en 97, donc désolé, tu ne rentres plus dans Paris, ça pollue. Ouais. Par contre, Bernard Arnault peut, dans son jet, passer au-dessus de Paris et polluer, ce n'est pas très gênant. Ouais. Voilà, comment on s'y prend pour attaquer ces inégalités, faire accepter ces efforts?
Je pense qu'effectivement, il y a une vraie question d'exemplarité des élites, hein, qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales. Et on l'a vu un peu cet été. C'est vrai que ça fait un peu grincer des dents de se dire qu'on a le patron je crois que c'est le patron de Total Energy maintenant, qui, voilà, aux rencontres d'Aix, je crois, dit il va falloir se serrer la ceinture et tous économiser. Et puis, lui, c'est très important, donc il faut qu'il rentre en jet parce qu'il a autre chose à faire. Et sans doute, il a effectivement plein de choses à faire. Son temps est très précieux. Mais c'est vrai que je pense que ça crée des dégâts. Et puis, on a eu les mêmes cas avec la puissance publique. Est-ce que Macron, fallait qu'il fasse 2 fois l'aller-retour au Qatar pour la demi-finale et la finale, ou est-ce qu'il n'aurait pas pu envoyer un tweet pour la demi-finale en disant « Allez les gars, je suis avec vous, j'y crois, et je viens vous voir si c'est la finale ». Bon, voilà, évidemment, on est dans une portée symbolique, on peut toujours dire oui, mais mais l'aérien, ça représente vraiment pas beaucoup, puis alors les jets privés, ça représente encore moins que ça, donc qu'est-ce que vous nous embêtez? Et puis en plus, ça crée des emplois. Il y a toujours cette idée un peu de... Quand il y a un petit problème et qu'on veut un petit peu changer, il y a toujours 2 arguments qui peuvent être maniés. Le premier, c'est l'argument médical. Hein, donc la 5G, ça allait être génial parce qu'on allait avoir des téléchirurgiens. On ne sait pas trop comment ils allaient opérer, avec quels anesthésistes, quelle salle de réanimation, tout ça, mais il allait y avoir des téléchirurgiens. Alors après, ils sont passés sur autre chose parce qu'il y avait la téléambulance, je crois. Bon, bref. Et alors là, dans le jet privé, c'est les transplantations cardiaques. Hein. Vous arrêtez les... Vous ne vous rendez pas compte, là, enfin pas que cardiaque, les reins, les trucs, oui, ça prend des jets privés de temps en temps. Donc l'argument médical, c'est souvent utilisé pour dire non, mais attention. Et puis le deuxième argument, c'est l'argument évidemment de l'emploi. Hein, évidemment, c'est de dire, oui, mais si vous arrêtez telle ou telle activité nocive, ça va détruire de l'emploi. Alors c'est assez intéressant parce que je trouve, d'un côté, on se glorifie en permanence de la disruption. C'est génial, en fait, hein, tous ces secteurs disruptés, cette innovation créatrice schumpeterienne avec des gens qui perdent leur job parce que ça y est, tu ne sers plus à rien. Mais c'est parce qu'il y a des start-upers à côté, ils font plein de trucs. Donc ça, c'est pas de problème, on peut laisser faire, c'est génial. Alors par contre, il y a des trucs, ah non, là, ça va détruire de l'emploi. Enfin, il y a une espèce de 2 poids, 2 mesures qui est assez intéressant. En fait, il faudrait changer un certain nombre de référentiels culturels. Alors ça ne se change pas d'un claquement de doigts, ça ne se décrète pas, mais en fait, finalement, on est quand même dans une logique un peu de propagande consumériste, hein, parce que ça arrange beaucoup de monde, hein, voilà, ça fait tourner la machine économique, donc ça arrange le privé, ça arrange le public aussi, parce qu'il faut servir la dette, hein, donc à un moment, voilà, c'est quand même mieux d'avoir un truc en croissance pour servir la dette, sinon, si on est en décroissance, c'est un peu embêtant. Et donc, voilà, cette logique consumériste, moi j'aime bien cette logique de ruissellement, alors c'est pas pour le coup pas le ruissellement économique, mais le ruissellement des désirs, hein, on ne désire que ce que désirent les autres, finalement. Et donc, je vois bien, effectivement, ces milliardaires avec leur yacht et tout. Moi, je ne peux pas me le payer, mais quand même, par contre, quand mon voisin part en week-end spa à Budapest, ça me donne envie, moi aussi, d'aller en week-end spa à Budapest, ou le voisin de bureau qui est parti en vacances, etc. Tout ça a été analysé par Thorsten Veblen de façon parfaite il y a plus d'un siècle, et donc il y a l'affiche sur Elucide, on vous renvoie dessus si vous voulez regarder le résumé de ce livre important. Thorsten Veblen, et qui a été mis au goût du jour par Hervé Kempf, hein, qui est dans un petit opus qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète » et qui montre bien en fait, cette logique un peu de rivalité qui descend. Puis finalement, quand je suis dans les derniers déciles, j'ai envie de me faire un petit achat plaisir quand même, peut-être pour Noël ou je ne sais pas. Et puis je vais aller m'acheter le dernier smartphone. Et finalement, voilà, ça va être moi ma manière de répondre finalement au yacht de Bill Gates, quoi. Donc trouver d'autres ressorts que finalement... cette logique consumériste. Bon, il y a eu d'autres... Je pense que ce n'est pas un câblage du cerveau humain. Voilà, il y a eu d'autres moments de l'humanité où il y a eu d'autres référentiels culturels. Voilà, je sais pas, chez les papous, les big men, c'était les plus pauvres, en fait, parce qu'ils devaient tout le temps distribuer, en fait. Donc, c'était un peu comme l'évergétisme au temps des Romains. Voilà, fallait distribuer pour avoir du pouvoir, quelque part. Quand je dis du pouvoir au sens symbolique, hein, également. Donc voilà, c'était pas les riches étaient à la fois riches matériellement et en plus avaient le pouvoir et le pouvoir symbolique. Chez les Grecs anciens, qui n'étaient pas parfaits, loin de là, on est d'accord, mais il y avait aussi des vertus cardinales comme la tempérance. Donc c'était pas le toujours plus qui était valorisé. C'était plutôt au contraire de maîtriser quelque part ses envies et que c'était finalement comme ça qu'on se construisait une vie bonne. Bon, voilà, donc je pense qu'en fait, alors je sais qu'il y a des théories tout à fait explicatives sur la dopamine, etc., le fait qu'on a toujours envie de consommer plus, et voilà. Moi, je suis un peu circonspect par rapport à ça. Je pense que voilà, l'être humain est un animal politique, donc par définition, on a construit une superstructure culturelle qui
permet de sortir en partie quand même de notre statut d'animal. Et donc, voilà, on peut tout à fait imaginer des mondes différents. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, il y a pas grand monde qui a intérêt à ça, ni dans la sphère des décideurs politiques, pour des raisons purement démocratiques, on pourrait dire. Ni électoralistes. Voilà. Et puis, voilà, globalement, on a quand même on fournit des modèles aux enfants, aux jeunes, voilà, avec les influenceurs installés à Dubaï, qui ont une belle piscine, une belle voiture, je sais pas quoi, et qui expliquent que c'est vraiment super, les dernières collections de tel ou tel truc. Surtout que les montres sont beaucoup moins chères, donc ça vaut le coup, ça rentabilise même le voyage en avion, de venir d'acheter la montre de luxe à Dubaï. Voilà, donc bon, voilà, et c'est ça aujourd'hui le modèle, mais finalement c'est un modèle construit, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre Paris Match, TF1 et BFM TV, et puis on mettrait en couverture de Paris Match les joueurs du PSG qui partent faire une randonnée avec un âne dans les Cévennes, je sais pas quoi, et c'est vraiment super, les vacances qui passent, et bon voilà, alors ça... De le faire de manière aussi brutale ne fonctionnerait sans doute pas tout à fait. Bon, et puis après, il faut voir l'échelle à laquelle ça se passerait, parce qu'évidemment, si vous avez juste le petit pays France qui fait ça, ça serait bizarre. Mais voilà, en tout cas, c'est bien ça c'est bien ça l'enjeu, parce que c'est un enjeu d'acceptabilité. Donc, comment avoir une vue bonne, comment avoir quand même chacun sa manière de s'affirmer dans une société qui est, par ailleurs, qui n'a jamais été aussi violente d'une certaine manière, non pas violente au sens violence physique, mais au sens débrouille-toi, et puis si t'es un loser, tu pourras t'en prendre qu'à toi, t'as eu l'égalité des chances, vas-y, fais ton... Voilà. Donc, une vision très américaine, oui, qui a imprégné... Voilà, et qui fait que, voilà, on va dire qu'autrefois, monde que je ne fantasme pas particulièrement, mais il y avait un déterminisme social qui était plus fort, hein, voilà. C'était charcutier parce que ton père était charcutier. Alors aujourd'hui, ça marche encore, mais c'est plutôt pour les notaires, les acteurs et je sais pas quoi. Bon, les énarques. Ouais. Voilà. Et les autres, non, les autres, c'est démerde-toi. Et donc, finalement, tout ça est très exacerbé. Donc, il faut trouver quand même des solutions pour que, quand on rentre chez soi le soir, on soit quand même un peu fier de sa journée. Et comment on fait quand on est, si on bosse dans un entrepôt de logistique, si voilà, voilà, il n'y a pas de sous-métier. Et justement, toute cette dévalorisation qu'il y a eu des métiers manuels, par exemple, on disait tout à l'heure, il va falloir trouver des plaquistes, trouver des gens qui réparent des chaudières, des trucs, c'est un boulot formidable, en fait, même d'un point de vue cognitif. C'est bien plus intelligent que réparer une chaudière que toute une série de jobs aujourd'hui de col blanc. Oui, ça c'est sûr. C'est les bullshit jobs, effectivement. Voilà, il y a Matthew Crawford aussi qui parle de ça très, très, très bien, Éloge du carburateur, qui raconte finalement comment, effectivement, aujourd'hui, il y a cette... voilà, il n'emploie pas le mot bullshit jobs de Graeber, mais l'idée y est que finalement, voilà, il y a beaucoup plus de richesse dans toute une série d'emplois manuels aujourd'hui, d'intelligence, et que tout ça est assez mal réparti. Ça me fait penser, je crois que c'était Emmanuel Macron qui, en avril 2020, au plus fort au moment où la première ligne commençait à faceiller un petit peu, en disant « mais pourquoi est-ce que nous on va au boulot pendant que tous les autres sont planqués ?» Il avait quand même réussi à nous ressortir la phrase, me semble-t-il, qui suit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et ensuite c'est à chacun selon son mérite. Voilà, il avait dit, on s'en souviendra, ne vous inquiétez pas, à chacun selon son mérite. On attend toujours les évolutions respectives salariales des uns et des autres, quoi. Bien sûr, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Dans ce nouveau monde que vous appelez de vos voeux, vous développez aussi la partie de lutte contre la délocalisation, donc la relocalisation. D'ailleurs, votre livre s'ouvre sur une introduction dont le titre est « La folle valse des crevettes ». Pourquoi? Quelle saison ces crevettes? Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai. Depuis, j'avais trouvé des trucs encore plus horribles. Bon, les crevettes, c'était les fameuses crevettes... je pense que c'est encore le cas, qui est pêché plutôt en Europe du Nord et qui sont décortiquées au Maroc, en l'occurrence, et qui remontent pour avoir des crevettes qui sont déjà décortiquées, vendues dans les rayons qui vont bien ou pour les restaurants, etc. Il y a effectivement des systèmes de transport extrêmement efficaces qui ont beaucoup gagné en productivité eux aussi, parce qu'on a fait des bateaux de plus en plus grands, parce qu'on a fait des avions qui consommaient moins, donc on peut faire venir de plus en plus de choses en avion, parce qu'on a des camions qui ont été de mieux en mieux remplis à travers aussi des outils tout simplement de partage numérique pour faire en sorte que le camion qui fait un point A, un point B puisse revenir rempli avec autre chose. Et donc tout ça a contribué à un prix du transport extrêmement faible. Et du coup, une fois qu'on a un prix du transport faible et qu'on a des barrières douanières qui historiquement se sont abaissées, voire annulées,
Ça, c'est toute la logique qui date du GATT, puis de l'OMC, et puis c'est encore le cas aujourd'hui avec un certain nombre de traités. Eh bien, à un moment, vous avez soit un alignement par le bas des conditions environnementales et sociales. Il y avait l'espoir, je ne conteste pas peut-être une partie de bonne foi de dire non, ça allait au contraire, les standards allaient monter, hein, c'était les prix des salaires allaient augmenter dans les autres pays, etc. Non, c'est plutôt la pression au contraire. Et donc, ça finit forcément avec des choses un petit peu stupides, et avec des pièces auto qui traversent l'Europe, pour alimenter les différentes usines, pour gagner quelques centimes ou quelques euros par pièce, des tomates qui partent d'Italie et qui montent en Hollande, et des tomates qui partent de Hollande et qui descendent en Italie. Alors, il se trouve, ce ne sont pas les mêmes tomates, évidemment. C'est de la bonne tomate italienne qui est vendue au décile, qui va bien en Hollande, et puis de la mauvaise tomate hollandaise qui descend pour être vendue au décile, qui va bien aussi en Italie. Mais voilà, tout ça, c'est effectivement une réalité. Et que je pense d'ailleurs, c'était là pour le coup aussi en 2014, c'était peut-être un peu disruptif comme la sobriété et le pull au vert, mais maintenant même la Commission européenne est pour, et le reconnaît, c'est de dire il faut, si on veut faire une transition, dans lequel on va donner un prix au carbone réellement, donner un prix aux ressources éventuellement, eh bien, il faut que soit tout le monde joue les règles du jeu, ce qui n'est pas possible, soit on a des mécanismes d'ajustement aux frontières. Dans d'autres temps, on aurait appelé ça barrière douanière, mais ça ne fait pas très... Voilà. Mais c'est quand même à peu près l'idée. Et donc, elle est imparfaite, elle va arriver dans quelques années, mais enfin, il faut encore qu'elle soit votée par les États, donc il va y avoir quelques grandes manœuvres qui se promènent, mais c'est ça l'idée, c'est que sinon, effectivement, tout se mondialise et plutôt avec des conditions qui s'harmonisent par le bas. Alors, dans la prolongation de votre travail sur les low-tech, ensuite, vous avez écrit un livre qui s'intéresse à la ville, en particulier à la ville stationnaire. Alors, c'est quoi une ville stationnaire ? Alors, c'est un hommage à John Stuart Mill, un économiste du 19e siècle. Tous les économistes du 19e siècle se sont intéressés à la fin de la croissance. Donc chacun voyait midi à sa porte. Je crois que Ricardo, c'était la baisse de la rente sur la terre. Marx, c'était la chute, l'érosion des taux de profit. Voilà. Et donc, il y avait cette inquiétude-là, même si le PIB n'était pas inventé en tant que tel, mais il y avait quand même des analyses sur la croissance matérielle. Et John Stuart Mill, c'est un des rares, pour pas dire le seul, en tout cas que moi je connaisse, qui prenait la fin de la croissance comme un truc qui n'était pas très grave, en fait, potentiellement. C'est-à-dire, atteint un certain niveau de richesse et un certain niveau de population, on pouvait atteindre un état stationnaire dans lequel il pouvait y avoir encore du progrès humain, du progrès culturel, du progrès des sciences, des arts, mais on ne ferait plus de la croissance économique. Voilà. Et il a un peu exprimé ça et travaillé là-dessus au 19e. Et donc, nous, on a un peu transcrit cette idée-là à l'idée de la ville, alors, en partant de la question de l'étalement urbain, du fait que les villes dévorent quelque part, ou grignotent plutôt des terres agricoles essentiellement, et un peu de terres naturelles autour d'elles, et en disant, non, il faut qu'on arrête ça, parce que là non plus, c'est pas durable. Alors là, on n'est pas dans une exponentielle, mais bon, voilà, si vous tirez la tendance sur plusieurs décennies ou plusieurs siècles, vous finissez par manger toutes les terres agricoles, donc ça ne fonctionnera pas comme ça. Et donc de dire, les villes peuvent devenir stationnaires, mais stationnaire, ça ne veut pas dire figé, ça veut dire une ville qui peut continuer à se transformer, qui peut continuer à un peu construire, à faire de la densification douce, à s'adapter au changement climatique, à se rénover, se réhabiliter, comme on en parlait tout à l'heure, mais dans des limites circonscrites. Voilà, c'était un peu l'idée. En conclusion sur la ville, vous dites que finalement, il vaut mieux essayer d'avoir des gens qui vivent moins en métropole, parce que la métropole, ça concentre. Là où il y avait un escalier, il y a un escalator. Là où il y avait un stop, il y a un feu rouge, etc. Mais vous dites aussi qu'il ne faut pas aller en banlieue, parce que le modèle de cage lapin de banlieue, ce n'est pas terrible. Alors finalement, c'est quoi la bonne solution en low-tech ? Oui, en fait, ce qu'on dit, c'est que d'abord, c'est le meilleur mètre carré, c'est celui qu'on n'a pas besoin de construire. Donc il y a quand même des logements vacants, déjà. Donc, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on produit 350 000 logements par an, pour 200 000 personnes supplémentaires sur le résultat solde démographique. Parce que vous dites, quand il y a une personne en plus en France, on fait 2 logements. On fait 2 logements. Et on dit quand même qu'on en manque et qu'il y a du mal logement, ce qui est une réalité d'ailleurs, il y a du mal logement. Donc c'est déjà, alors c'est lié à quoi ? C'est lié à la décohabitation. Les divorces, tout ça. Les divorces, le vieillissement de la population, la proportion d'étudiants, il y a plein de choses qui fait que la taille du foyer moyen est tombée de 3,1 dans les années 60 à 2,2 aujourd'hui, donc il y a cet effet-là. Mais il y a aussi un autre effet, qui est l'effet de la métropolisation, c'est-à-dire qu'effectivement,
il y a des logements, quand on fabrique 350 000 logements à un certain nombre d'endroits, eh bien, il y en a 50 000 qui se vident quelque part en France. Voilà. L'augmentation de la quantité de vacants ces dernières années, c'est ça. Donc, il faut qu'on arrive à réinvestir ces logements vacants. Il n'y a pas que de logements vacants, d'ailleurs, il y a aussi les logements sous-occupés. Donc, 3 millions de logements vacants, dont 1 million qui est vacant depuis plus de 2 ans. Donc celui-là, on est sûr que c'est du vrai vacant, c'est pas juste des travaux ou des héritages de l'indivision et je ne sais pas quoi. 1 million de logements qu'on peut aller choper là. Et il y a 8 millions de logements en France qui sont sous-occupés. Sous-occupés dans la définition de l'INSEE, c'est-à-dire voilà, si vous êtes tout seul dans 5 pièces ou 6 pièces, c'est sous-occupé. Alors c'est quoi tout le monde hein, peut être là-dedans, enfin tous ceux qui en ont les moyens en tout cas, c'est voilà, vous avez un couple avec des enfants, les enfants partent faire des études, voilà, vous restez dans le même logement, finalement il y a un peu de place, donc il faut aller chercher des systèmes qui peuvent être de recohabitation. Ça peut être de l'habitat intergénérationnel, des personnes âgées avec des étudiants. Ça peut être une famille qui accueille un étudiant alors qu'il y a le grand garçon, la grande fille qui est parti faire des études. Ça peut être de la densification douce en redécoupant des parcelles ou en redécoupant une maison pour créer un petit appartement avec une entrée séparée. Ça peut être de la mobilité résidentielle en disant oui, à un moment, ma maison elle est devenue trop grande, j'ai envie de m'installer au centre-ville parce que maintenant voilà, je prends ma retraite et ça va être sympa. C'est tous ces leviers-là, qui sont encore une fois pas forcément des leviers techniques, mais sur lesquels on peut agir à travers la fiscalité, à travers l'entraînement de la puissance publique. On peut aller décider d'ouvrir une nouvelle université ou une nouvelle école vétérinaire à tel ou tel endroit. On peut relocaliser de la production plutôt dans des villes moyennes plutôt que dans les pourtours des métropoles, etc. Donc l'idée de dire, en fait, il faut soulager les métropoles de leur attractivité et ne plus chercher cette attractivité, mais au contraire, peut-être en jouant un peu d'ailleurs sur des effets de crise sanitaire, parce qu'il y a aussi des envies un peu comme ça, d'aller vers une revitalisation des petites villes, des bourgs, des villages, des villes moyennes. Mais dans cette vision de déconsommation, finalement, c'est une vision quoi, de décroissance? C'est votre vision? C'est ça que vous appelez de vos voeux? Ou c'est là que vous dites c'est ce qui va se passer de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas? Oui, alors moi, c'est vrai que j'avais parlé de décroissance subie ou de décroissance choisie. Voilà, alors, décroissance, c'est un mot qui fait peur, parce qu'évidemment, comme il y a eu gain de productivité, ça fait, je sais pas, 50, 60 ans qu'on explique que la croissance, c'est l'emploi. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de croissance, vous détruisez de l'emploi. Dans le système actuel tel qu'il est conçu. Par la productivité, voilà. Donc il faut aller déverser, alors après ça se fasse plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, il y a des enjeux de formation, etc. Mais c'est bien l'idée, c'est de dire, je crée de la productivité, donc je détruis de l'emploi, et donc il faut que j'ai d'autres endroits, des bulles d'innovation où je vais inventer finalement des consommations dont je ne m'étais pas encore aperçu que c'était absolument indispensable jusqu'à ce que je les découvre. Voilà. Donc ce système-là, c'est celui dans lequel on est embrigadé, et donc effectivement, ça fait peur à tout le monde de dire décroissance, parce que décroissance égale crise économique, égale chômage, égale guerre civile quelque part. Donc quel responsable politique a envie d'amener son pays vers la guerre civile? Aucun. Donc à partir du moment où on va vous dire maintenant, fais ça, ça va être catastrophique. Mais c'est aussi pour s'empêcher de penser à notre système, parce que ce n'est le cas que parce que vous avez par exemple un temps de travail qui ne change pas. C'est sûr, si vous changez le temps de travail, vous pouvez très bien avoir une décroissance. Absolument, donc c'est jouer sur ces paramètres-là de justice sociale, de temps de travail, de répartition des richesses et de l'emploi. Je pense que quand on est un peu le nez dans le guidon, je ne pense pas qu'ils ont ni le courage, ni presque la possibilité, je dirais, de bouger, parce que le système, il a aussi des cordes de rappel. C'est un peu comme quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas envie non plus de mettre votre entreprise dans le mur. Mais vous rappelez aussi très bien que en fait, il y a une corrélation forte entre, par exemple, évidemment, la production, donc le PIB, ce qu'on appelle, et la consommation d'énergie. Il y a un découplage, donc c'est qu'on arrive à faire un peu plus de PIB avec la même quantité d'énergie, mais on n'est pas encore arrivé à faire plus de PIB avec moins d'énergie. On en est quand même encore très très loin. Les graphes parlent d'eux-mêmes. Donc on voit très bien que si on a des problèmes énergétiques, forcément, ça va se traduire par une baisse de la production et donc de la consommation. On parlait de l'exemple du gaz tout à l'heure. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y a eu des exemples dans la presse qui disent c'est trop cher, donc là, je suis désolé, pendant 3 mois, je suis au chômage technique. Forcément, ça fait donc on voit, il y a moins de consommation, mais il y aura aussi moins de production. Mais quand bien même on serait dans un léger découplage, d'abord, il faudrait que ce découplage ne soit pas relatif comme on le voit là, mais qu'il soit absolu. C'est-à-dire qu'une courbe monte et que l'autre descende. Ça, on a du mal à le faire, sauf à l'échelle d'un pays quand il y a des délocalisations ou dans des cas très particuliers. Le Danemark, par exemple, qui a vraiment remplacé toutes ses centrales à charbon
avec de l'éolien et puis qui est un peu accroché à l'Allemagne derrière. Donc ça permet quand même d'équilibrer le réseau Oui, plus parce qu'il y a des facilement. pays qui disent, regardez, mes émissions baissent, et puis en particulier la France, quand vous reprenez tout ce qui a été construit en Chine pour vous et que vous consommez, vous vous rapatriez bien ces émissions chinoises qui en fait sont pour un public français, on voit que la situation elle est beaucoup moins enviable et présentable. Voilà, alors à l'inverse, on doit bien produire quelques missiles, ou quelques avions. Voilà, dans l'aéronautique, je prends l'aéronautique parce que c'est un des métiers qui s'est le moins délocalisé en France. Donc voilà, il y a un petit peu des échanges dans les deux sens, mais globalement, effectivement, nous, on est importateur net, c'est certain, d'émissions de CO2, et voilà, c'est assez bien suivi. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Environnement qui fait ces statistiques, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc le découplage n'est que relatif. Donc, encore une fois, voilà, on sait que cette croissance exponentielle, elle nous emmène, on ne sait pas trop où. Il y a un découplage relatif dessous qui ne nous permet pas du tout de nous réinscrire dans les limites planétaires. Et puis, il y a un moment où voilà, le truc, il finit par diverger. C'est-à-dire que je veux bien, encore une fois, faire des produits 10 fois plus efficaces. Mais enfin, voilà, encore une fois, je me projette en 3023. Donc, voilà, mon PIB, il a fait x 400 millions. Donc, la courbe, elle est vraiment très, très loin à cette échelle-là. Bon, il faut que j'ai divisé par 4, je sais pas, la consommation de ressources, d'énergie, tout ça. Je dis 4, ça pourrait être 8 ou 6, peu importe. Donc ça veut dire que chaque euro de PIB, il est 1,5 milliard de fois plus efficace, 400 fois 4, pour faire simple, que l'euro de PIB d'aujourd'hui. Enfin, donc voilà, il y a un moment où, oui, pour moi, la logique de post-croissance, elle est forcément nécessaire. Post-croissance, je dis post-croissance pour ne pas faire peur, mais ça veut dire pareil que c'est bien une décroissance matérielle et une logique de dire finalement, oui, comment on économise des ressources, mais finalement en ayant quand même une vie qui soit un peu supérieure à celle des hommes de l'âge de pierre, quoi. Alors, après la ville, vous êtes intéressé à un autre sujet important qui est l'école, avec un livre au titre un peu choc, qui était Le désastre de l'école numérique, dont on nous chante pourtant que c'est l'avenir, que ça permet aux enfants de se développer, d'être enfin adaptés pour être bien productifs dans le futur, au travail. Pourquoi vous avez une vision aussi noire? C'est quoi les problèmes en fait, de cette numérisation de l'école? Alors, il y en a beaucoup. En fait, il y a effectivement eu une promesse. Alors, c'était le plan Hollande à l'époque, en 2015, qui nous a fait un peu sauter au plafond, on va dire, avec ma co-autrice Karine Movini. L'idée, c'était de dire que le numérique allait permettre de réduire les inégalités à l'école. Et donc, c'était formidable parce qu'on allait effectivement créer les citoyens numériques du futur. En réalité, c'est un exemple de non-discernement technologique. C'est-à-dire, finalement, de se dire on vient déployer massivement des technologies, des iPads, j'en sais rien, des tableaux numériques, utiliser les smartphones en classe. Il y a plein de techniques, finalement, pour faire de l'école numérique. Alors qu'il n'y a aucune étude scientifique, et pour cause, qui a montré qu'on apprenait mieux. Alors, en tout cas, c'est une histoire d'âge, mais qu'on apprenait mieux à lire, à écrire, à compter, à comprendre un texte, etc., avec des outils numériques par rapport à des livres. Et en fait, on a confondu deux choses de manière assez affreuse. C'est le fait qu'il fallait éduquer au numérique, parce qu'effectivement, le numérique, pour les enfants qui sont équipés de plus en plus tôt, c'est quelque chose qui est potentiellement dangereux. Il faut effectivement comprendre les fake news, je sais pas quoi, le harcèlement en ligne et quelques autres trucs comme ça. Et on a confondu le éduquer au numérique à éduquer par le numérique. Et du coup, on s'est mis à numériser de plus en plus la plupart des enseignements, y compris le sport. Ne demandez pas comment ils font. Enfin, ils se filment, tout ça, quand ils sautent des haies, comme si pendant un siècle, on avait... Ils jouent à FIFA, non? C'est ça? Ouais, ça pourrait être ça. Non, c'est pas du e-sport. Non, c'est vraiment plus... voilà. En fait, du coup, alors, à côté de cette finalement... on gagne rien sur la partie pédagogique, et par contre, on perd sur d'autres tableaux, qui sont des tableaux liés à la fragilité des enfants, et au fait que finalement, on envoie un signal aux parents en disant les écrans c'est bien, parce qu'il y en a à l'école, qu'on incite les enfants à se remettre sur les écrans à la sortie des classes pour aller chercher leurs cours, pour aller chercher les devoirs à faire, pour aller regarder leurs notes, etc. Donc en fait, on crée une addiction supplémentaire aux écrans, là où on devrait essayer au contraire d'être dans un espace de respiration et d'avoir une école qui soit plutôt en protection finalement de cette numérisation accélérée du monde. Et
pour des prétextes finalement de modernité, et puis parce que personne ose dire que quand vous êtes maire d'une commune, quand vous êtes prof, c'est difficile de dire mais en fait non, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de ça. C'est dur de résister finalement à un rouleau compresseur de marketing et là encore de consultants, d'entreprises qui vous proposent ça. Et donc l'école historiquement est toujours tombée dans la fascination technopédagogique. Et alors c'est assez rigolo parce que nous on est remonté au 19e siècle. Il y avait les lanternes magiques, l'ancêtre de PowerPoint, on allait vachement mieux apprendre avec ça. Au début du 20e, il y avait Edison qui avait prédit la fin des livres parce que on allait faire que du cinéma éducatif. Et puis après, il y a eu la radio, c'était les premiers MOOC, les cours massifs en ligne. Les meilleurs profs aux États-Unis donnaient des cours par radio. Et puis après, ça a été la télé. Puis après, ça a été des machines électromécaniques dans les années 60. Et puis après, on est arrivé mini-ordinateur, micro-ordinateur. Et aujourd'hui, on est sur les tablettes. Et il y a déjà des gens au ministère de l'Éducation nationale qui pensent que le métavers va offrir de formidables opportunités pédagogiques. Oui, mais là, vous êtes dans une vision un peu, je dirais, pas quelque part positive, au sens de on vous dit, regardez, c'est pour faire ça, ça va être mieux. Mais enfin, est-ce qu'aussi, c'est pas une façon de mettre un pansement sur des services publics, et en particulier l'éducation, qui sont complètement à la dérive, qui n'a plus de moyens, en disant, tiens, je vais mettre ça, regarde ton métavers, là, ça m'a évité de payer des profs. On a reçu très récemment, d'ailleurs, je vous conseille vraiment cette interview également d'Olivia Dufour, qui racontait dans la justice, c'était le cas, la justice n'a pas de moyens, et maintenant, on essaye d'avoir des audiences en visioconférence, et puis ça marche pas, c'est évidemment, en plus, c'est n'importe quoi, on n'entend rien, et puis c'est une justice déplorable. Est-ce que c'est pas la même chose pour l'école? Si, alors, quand on lit les rapports de ces années 2012 à 2015-16, il y a effectivement en filigrane le fait que le secteur de l'éducation, c'est le seul qui avait échappé à la productivité dont on parlait tout à l'heure dans l'industrie des services. Et donc, effectivement, quand vous avez des logiciels de machine learning, finalement, où vous allez mettre les enfants tout seuls à faire des QCM pour apprendre l'orthographe ou les mathématiques, eh bien, effectivement, potentiellement, vous avez besoin de moins de profs, parce que vous avez une partie du temps qui sera un peu comme le distanciel et le présentiel, vous avez une partie du temps qui sera numérisée avec un écran seulement. Et il y a des écoles aux États-Unis qui sont très numérisées comme ça, où les enfants sont tout seuls devant un écran. Et puis il y a une partie qui sera avec des profs. Alors, ne réveillons surtout pas les profs. Donc évidemment, dans ces rapports, on expliquait que ça serait peut-être 50-50, mais il y aurait toujours autant de profs. Il n'y a pas de problème, parce que justement, les profs, ils pourraient passer 2 fois plus de temps avec des groupes 2 fois moins nombreux. Bon, on verra ce que ça donne en réalité, mais il y a quand même cette logique, je pense, effectivement, de productivité pour moi derrière. Et puis, le deuxième effet, c'est qu'effectivement, alors on peut penser ce qu'on veut de l'école, mais bon, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on ne sort pas forcément avec le même bagage. Alors, bon, évidemment, on amène plus de monde plus haut, mais bon, le niveau des diplômes a priori baissé. Ça peut suivre avec un certain nombre d'éléments factuels, le nombre de mentions très bien au bac, le nombre de mentions tout court. Et du coup, il y a un peu, je pense que c'est très dur d'être prof aujourd'hui, je pense, et il y a notamment la question de l'attention des élèves. On a le numérique, il a créé finalement des enfants un peu papillonnants, des enfants qui ne savent pas se concentrer, des enfants qui ne savent pas écouter, et finalement, même eux, finalement, en partie, ils se raccrochent au numérique en disant tiens, oui, c'est vrai que du coup, il y a un côté fascinant. Alors, fascinant les premiers cours, parce qu'au bout de 2-3 fois, les iPads finissent sur les étagères, parce que c'est pas maintenu, tout ça, c'est compliqué. Mais il y avait cette idée de dire oui, je vais recapter de l'attention, je vais gamifier, on va rendre tout un peu ludique finalement, sous forme de jeu, sous forme de vidéo, parce que finalement, les enfants, ils n'arrivent plus à se concentrer, à apprendre, et puis à faire des dictées, et je sais pas quoi. Donc, c'est terrible parce que finalement, c'est le pharmacone, quoi. C'est le remède poison, quelque part. On essaye de régler un problème de concentration avec les outils qui ont en fait tomber le niveau de concentration. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'effectivement, c'est compliqué de parler de ça aujourd'hui. Il y a très peu de monde qui ose s'emparer de cette question, et pourtant, il y a des associations, il y a des pédopsychiatres, on voit s'empiler quand même la réalité des effets du numérique sur les enfants. Donc il y a quand même une question d'exposition, de durée d'exposition et d'âge auquel on les expose. En conclusion, on voit qu'on est face à des enjeux comme très importants, des vrais changements de mode de vie qui vont s'opérer. Comment arriver à
à rendre cette transition désirable, expliquer aux gens que ça ne va pas forcément être des bouleversements qui vont se traduire par un inconfort très, très, très important. Dans votre livre, on vous donnait différents exemples finalement de choses qu'on peut faire pour améliorer les choses, et on voit que certains sont quand même aussi acceptables et ne rendent pas la vie forcément moins bonne que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est quoi votre vision, votre message pour terminer? Le message d'abord, c'est que c'est indispensable de rendre cette transition désirable, sinon elle n'aura pas lieu. Enfin, il faut espérer qu'on garde quand même quelques mécanismes démocratiques, on peut les contester, mais enfin, voilà, c'est quand même dans un certain nombre de cas plus agréable. On voit dans la gestion de la crise sanitaire, il y a des pays qui ont été un peu plus rudes que l'Europe. Donc voilà, gardons ça. Donc il faut que ça soit désirable, et que ça soit désirable tout de suite. C'est pas dans 30 ans, nos petits-enfants nous remercieront de nous être serré la ceinture pendant 30 ans parce que oh là là, la planète ira un peu mieux peut-être. Non, il faut il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle, il n'y a déjà pas de solidarité intragénérationnelle, ou très peu. Donc il faut que ça crée du bonheur, que ça crée de l'emploi, que ça crée des jobs qui ont du sens le plus vite possible, très très vite. Et il faut qu'en face d'éventuels... Il y a des choses qui peuvent être indolores. Alors là, c'est un petit peu... C'était une matrice un peu provoque, hein, donc il faut lire le texte qui va avec, parce que sinon c'est un peu bizarre de dire qu'on va imprimer les journaux sur des papiers toilettes. Bon, Tout ça est très bien développé. Je renvoie le livre, vraiment, regardez-le. C'est très bien détaillé, très intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est de dire il y a des choses qui pourraient être indolores, quasiment. Voilà, c'est un petit peu d'organisation, et c'est pas du tout juste baisser le chauffage et dire qu'on est obligé d'enfourcher son vélo sous la pluie pour faire 50 km. Non. Il y a des choses qui sont un peu plus impactantes, mais on peut les compenser avec des choses sympathiques. Voilà, c'est-à-dire de dire, effectivement, si on a un monde plus de la réparation, des circuits courts, ça crée de l'emploi local, non délocalisable, ça crée du lien humain, remettre parfois de l'humain à la place des machines dans un certain nombre de cas, c'est aussi remettre... une relation sociale qui est tellement indispensable. Voilà. Et donc, trouver encore une fois, des manières de faire en sorte que le maximum de monde ait une vie bonne ou meilleure qu'aujourd'hui par ces orientations. Sinon, effectivement, on n'y arrivera pas. On va être que dans des choses où, au contraire, la société va se tendre avec des phénomènes d'opposition, parce qu'on va dire, pourquoi vous installez une éolienne pour moi alors que c'est pour la métropole qui a 150 bornes et moi j'ai que les inconvénients et vous avez les avantages. Donc il va falloir qu'on fasse société, hein, quoi qu'il arrive. Je pense que ça, peut-être le message le plus important, c'est que on ne peut pas imaginer qu'on va s'en sortir. Alors il y a des versions survivalistes avec le bunker, et puis d'autres versions un petit peu plus à quoi bon, voilà, et puis qui sont très consuméristes. Mais je pense que voilà, on a besoin de garder une cohérence, qu'on a la chance encore d'être dans un pays et sur un continent où il y a quand même encore un peu de cohérence, même si peut-être elle se délite ou elle a tendance à se déliter, mais moi je crois à ça, et donc il faut qu'on insuffle du positif, et que c'est pas 2050 n'est pas un horizon absolu en disant ça y est, en 2049 ça y est, on a fini, on est neutre. Non, ça va être une démarche, et la démarche on peut y aller tout de suite, et l'être humain il se réalise aussi dans le fait d'agir. Voilà. Et donc il faut qu'on offre la possibilité au maximum de gens d'agir à titre personnel, mais aussi à titre collectif et à titre politique sur l'ensemble des paramètres. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci. Je vais vous poser la question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Eh bien, je pense le fait que chaque génération remet un peu le couvert sur les mêmes débats. Aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit qu'on a parlé beaucoup du progrès technologique et du fait que ça allait nous sauver, pas nous sauver, et qu'on allait aller faire la conquête spatiale ou pas. Et puis, on a les écolos qui disent non, c'est pas possible. Et puis, on a Jeff Bezos et Elon Musk qui nous disent au contraire, ça va être génial et on va même aller sur Mars et je sais pas quoi. Et en fait, ce débat sur la technologie va-t-elle nous sauver ou pas, il a eu lieu dans les années 70, il a eu lieu dans les années 50, il a même eu lieu à la fin du 19e siècle, alors évidemment avec des paramètres qui ont bougé, parce qu'effectivement, il y a eu des gains indéniables technologiques entre-temps. Mais globalement, l'être humain, il est toujours un peu dans les mêmes rêves. Voilà. L'être humain, c'est pas un innovateur, c'est un imitateur. La plupart des gens ne sont pas des innovateurs, sont plutôt des imitateurs. C'est ça qui a fait la force de l'être humain. C'est pour ça que les enfants aiment bien les comptines, aiment bien les procédures, et des choses comme ça. Voilà. Parce qu'on est habitué à répéter et à imiter. Du coup, on est aussi des rêveurs. Voilà. On a besoin de rêver. L'être humain, c'est un rêveur. Donc, on rêve d'abondance, on rêve d'un monde où les machines travaillent à notre place, etc. Et en fait, ces rêves-là, quand on lit l'histoire des
romanciers, des philosophes, des prospectivistes. Et ben, on peut remonter au XVIIe siècle et il y avait déjà les mêmes rêves avec la nouvelle Atlantide, avec René Descartes, etc., qui étaient sur la logique de dire, bah oui, en fait, le progrès technologique allait nous amener le bonheur. Et en fait, bah voilà, nous voilà 4 siècles plus tard et le progrès technologique, oui, nous a amené plein de choses, indéniablement, mais pas forcément ce qu'on pourrait qualifier du bonheur. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir avec un bon usage des technologies, ce qui est toujours très difficile, évidemment, parce qu'on ne peut jamais séparer le bon usage du mésusage. Jacques Ellul disait la technologie, elle est ambivalente. Il y a toujours le positif et le négatif ensemble. Ce n'est pas positif ou négatif. Donc voilà, le fait que prendre un peu de recul en fait, dans nos débats actuels en se disant finalement chaque génération oublie un peu ce qui s'est passé et puis reconstruit ces mêmes débats.